Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Toute l'équipe est sur le pont en ce début de week-end de l'Ascension pour être à vos côtés et toujours en direct. J'espère que de votre côté vous allez pouvoir en profiter pour veiller un peu plus tard que d'habitude et peut-être même nous appeler pour partager avec nous des moments de votre vie. Nous serons très heureux de vous accueillir au 01 42 32 15 15 où Asiba et Christopher attendent déjà vos appels sous l'œil vigilant mais néanmoins bienveillant de Philippe Chartier qui veille au bon déroulement de l'émission. Et vous le savez, vous pouvez aussi participer par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 6 11 20 code nuit. 01 42 32 15 15, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. En fait, je vous appelle ce soir parce que j'aurais besoin de votre écoute, tout d'abord, et peut-être de vos conseils. Puisque je suis un petit peu dans une situation difficile, étant donné que je suis en couple, en fait, depuis 6 ans. Donc j'ai 30 ans et mon ami est plus âgé que moi, exactement, il a 56 ans. Donc je l'ai rencontré à 24 ans et malgré la différence d'âge, en fait, nous avions des sentiments l'un pour l'autre et donc nous avons décidé de continuer cette relation. Et puis au bout de 2 ans, en fait, je me suis rendu compte, enfin j'étais chez lui, il était absent. Et j'ai découvert des documents adressés à une autre femme, enfin des documents où il était clair qu'il me trompait. Je l'ai donc quitté immédiatement. Et puis au bout de 6 mois, en fait, bon, il s'est esquivé, il est revenu vers moi, il a essayé de me reconquérir. Et comme j'étais très amoureuse, je suis revenue vers lui. Depuis, donc, nous avons continué notre relation. Et le point changeant, en fait, c'était que je ne pouvais plus, il n'avait plus confiance, en fait, dans le fait que je reste chez lui sans qu'il soit là. Parce qu'il avait peur, en fait, que je fouille dans ses affaires. Et depuis, donc, moi, j'avais toujours peur qu'il me trompe. Donc, la relation a continué. Et puis, il se trouve qu'il y a une semaine, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller chez lui en son absence. Et j'ai pas pu m'empêcher, en fait, de fureter. Et j'ai donc retrouvé des preuves comme quoi il a plusieurs relations en même temps. Et là, en fait, si elle me tombe sur la tête, je ne sais pas exactement comment faire. Mm-hmm. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon ami est pilote, ce qui lui permet il est toujours à droite à gauche et donc en fait, il peut avoir des liaisons dans chacun des pays où il va. Donc ça n'incite pas évidemment à la confiance, du moins une fois que c'est arrivé une première fois. Donc il y a cet élément, je ne peux pas contrôler où il est, je ne peux pas toujours l'avoir près de moi. Et donc la première chose c'est ça, c'est que les lettres que j'ai trouvées, ce sont des relations dans d'autres endroits. Des lettres que les femmes lui envoient alors? Oui. Oui. Que des familles envoient, donc il y en a une qui se situe en France et en fait elle dit qu'il vient de rompre et qu'elle l'aime et qu'elle le regrette, etc. C'est assez récent. Et puis il est toujours en contact avec la première femme avec laquelle il m'avait trompé il y a 4 ans. Et en fait il essaie de la conquérir, elle ne se laisse pas faire, mais il essaie de la reconquérir. Il y a ensuite d'autres mails qui concernent d'autres femmes dans d'autres endroits. Donc le compte est assez long. Et ensuite, il y a quelque chose d'encore plus difficile pour moi. Il y a aussi des mentions des adresses pour aller rencontrer des prostituées. Comment vous savez que ce sont des adresses ce sont des sites, vous êtes allé voir sur des sites, d'accord? Oui. Il y a des adresses de sites que je suis allée vérifier. Ce sont des endroits où il va fréquemment du fait de son travail. Et il y a aussi des documents qu'il a imprimés avec toutes les adresses, les contacts qu'il a appelés. Il a noté les tarifs à côté. Donc il n'y a aucun doute, il y avait même des horaires. Donc il est certain qu'il a pris des rendez-vous. C'est incroyable, il a une sexualité, lui, compulsive, oui. Hein? Oui, mais je comprends pas parce qu'avec moi,
il n'est pas non plus inactif, mais il est tendre et il a une sexualité tout à fait normale avec moi. Il est vraiment très tendre et très protecteur, et moi j'avais une totale confiance en lui. Puis c'est surtout, je suis très amoureuse de lui. Mais pas une totale confiance, puisque vous voyez bien que la première chose que vous faites quand vous vous retrouvez seul chez lui, c'est d'aller fouiller. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc non, la confiance n'est pas totale. Non. Ben non, vous n'êtes pas en confiance avec cet homme. Et vous avez raison de ne pas l'être. Oui. Là, on peut pas vous donner tort, hein. C'est pas une vue de l'esprit de votre part, c'est pas une jalousie pathologique, c'est un homme qui ment. Oui. Enfin, qui vous ment. Il a par ailleurs plusieurs liaisons. Oui. Mais malgré tout ça, je n'y ai pas encore parlé en fait, et ça me fait mal d'en parler, parce que pour moi ça veut dire que je vais réaliser, enfin ça va forcément aboutir à une rupture, et malgré tout ça, j'ai du mal à me dire que je dois me séparer de lui, parce que pour moi ça fait 6 ans qu'il est dans ma vie tourne autour de lui, on fait tout ensemble, et ça peut paraître dingue d'hésiter, mais... Vous ne vivez pas ensemble, hein? Non, du tout. D'accord. Mais il est très présent dans votre vie? Oui. Il est très très présent dans ma vie, oui. On organise tout ensemble, malgré le fait que nous ayons chacun notre endroit de vie. Je vais chez lui ou il vient chez moi, mais nous sommes très proches. Et je comprends d'autant moins comment il peut organiser une vie aussi complexe. Alors vous dites que de par sa profession, il voyage beaucoup à l'étranger, où il peut avoir des liaisons, mais il aurait aussi une liaison en France. Oui, tout à fait. Oui. Mais je n'ai jamais remarqué, je l'ai jamais surpris avec un appel ou d'autres traces. Il avait vraiment fallu que... Oui, mais comme souvent les hommes qui ont une double vie, voire des doubles vies, ils se donnent beaucoup de mal pour donner le change. Hein. Oui. Ceux-là se font rarement prendre, hein. Parce qu'ils sont justement très bien organisés. Oui. Mais j'avoue que j'ai du mal je peux pas comprendre ce genre de comportement. Dans ma tête, je comprends pas. C'est très particulier. Oui, c'est très particulier comme fonctionnement. Surtout qu'il dit être heureux avec moi. On partage quand même des moments assez intenses. Il me fait beaucoup de déclarations d'amour. Il est très affectueux et très prévenant, très protecteur. Donc c'est pas comme si nous étions dans une situation où ça n'allait pas en fait dans notre couple. D'où mon incompréhension totale, et puis mon choc surtout de découvrir ça, et au point que je ne sais pas comment lui en parler. Je ne sais même pas si j'ai envie d'en parler. Ben oui, c'est une vraie question, parce que finalement en parler pour vous vous attendez un peu à la réponse. Je ne sais pas, disons que la première fois, il a un caractère assez particulier. La première fois, il s'était énervé en disant que j'avais fouillé en fait chez lui. Et du fait de l'énervement, en fait, il n'y avait pas eu de discussion possible. Oui, et c'est vous qui aviez pris la décision de la rupture. Oui. Et puis finalement, il est revenu vers vous. Oui. C'est lui qui vous a relancé, qui vous avait relancé. Ah oui, il m'écrivait tout le temps, tous les jours. Mais dans ces lettres que vous avez trouvées, semble-t-il, ce sont des histoires suivies avec ces femmes? Oui, il y a une lettre où effectivement, je pense que c'est assez suivi, puisqu'elle parle de ses sentiments, elle parle de moments partagés, de projets, alors suivi, je dirais, de quelques mois, mais... Oui, c'est pas une aventure d'un jour. Non. D'où le fait que je sois très perplexe. Et puis il y a l'autre femme qui était déjà présente il y a 4 ans et qui est toujours là en fait. Et qu'il essaie de reconquérir. Mais comment vous savez qu'il essaie de reconquérir, puisque vous n'avez que la version de la femme? Non, j'ai aussi la copie des lettres qu'il a envoyées. D'accord, où là très clairement il exprime son désir de la reconquérir. Oui, il dit qu'il a toujours des sentiments pour elle, qu'il l'aime, qu'il attend qu'elle revienne, etc. Oui, vous voyez comme il est capable de duplicité. Hein. Oui, tout à fait.
Je dis pas que c'est quelqu'un de bien, c'est certainement une personne aux mœurs très bizarres, mais le problème dans lequel je suis, c'est que j'ai du mal quand même à m'en séparer. Je ne vois pas comment organiser ma vie sans lui, parce qu'il est toute ma dynamique au quotidien. Bah, vous l'avez connu à 24 ans. Oui. Donc très jeune. Oui. Ceci explique cela aussi, c'est-à-dire que 24 ans, c'est vraiment le tout début. Enfin, vous avez vécu très peu de choses avant lui. C'est pas étonnant que vous ayez une sorte de vertige à imaginer aujourd'hui votre vie sans cet homme. Oui, oui. Oui, parce que c'est un peu un Pygmalion pour vous. Tout à fait. Il vous a initié. Bah oui, il vous a initié dans plein de domaines. Oui. Bon. Tout à fait. Donc c'est cette peur d'un coup du vide, de l'inconnu, elle est normale, je dirais. Hein. Mm-hmm. Et puis cet attachement, c'est-à-dire que voilà, vous les sentiments amoureux pour cet homme, ils sont là. Simplement, oui. Vous découvrez aussi un autre aspect de sa personnalité qui est fort désagréable. Tout à fait. Et très perturbant. Parce que vous livrez avec beaucoup de sincérité, enfin vous êtes entière dans cette histoire et lui il ne l'est pas. Lui il fonctionne dans le mensonge. Tout à fait, alors je lui en ai souvent parlé, mais bon, vous me direz ça ne sert à rien. Je lui ai souvent dit qu'il souhaitait aller voir ailleurs, il valait mieux qu'il me le dise de manière à ce qu'on arrête là, qu'on pouvait avoir une autre sorte de relation, mais que je ne voulais pas partager, que moi je lui offrais ma fidélité, que je voulais la même chose en retour. Et il peut affirmer avec un affront un peu surprenant que de toute manière il a toujours été fidèle, qu'il le sera toujours, qu'il n'y a que moi dans sa vie. C'est ce qu'il vous affirme ? Ah, toujours. Mais oui. Oui, il doit être très convaincant. Oui, il est. Bien sûr, ouais. Oui, et puis il y a peu de chances qu'il change. Hein. Enfin bon, il a quand même 56 ans. C'est quelqu'un qui a dû fonctionner comme ça. C'est pas lié à vous, hein, Véronique. C'est peut-être son fonctionnement, c'est-à-dire son désir le porte toujours ailleurs. Oui, mais en fait, je pense que s'il n'y avait pas le problème des maladies, je l'aime tellement que je pense que je serais même prête à accepter ce genre de choses, hein, ou à fermer les yeux ou à ne pas lui en parler. Mais ensuite, il y a les problèmes d'ordre pragmatique qui sont que moi, il m'a toujours affirmé qu'il ne souhaitait pas utiliser de protection. Donc là, on rentre dans un autre domaine où maintenant, en fait, je n'ai même pas le choix. Je suis obligée de faire quelque chose parce que je ne peux pas prendre plus de risques. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment il fait dans la pratique. Je ne sais pas si c'est juste avec moi ou si à l'extérieur il fait attention. Et qu'est-ce que attention veut faire attention? Si c'est un homme qui n'aime pas utiliser de préservatif, c'est ce qu'il vous dit. Oui. Oui, il y a malheureusement tout lieu de penser qu'il n'y a pas qu'avec vous. Hein. Enfin, s'il a recours au service de prostituée, il est complètement inconscient. Hein. Oui, mais c'est ça que je ne comprends pas non plus. Mais bon, écoutez, c'est fou, c'est quand même fou, Véronique. On voit à quel point vous êtes complètement sous l'emprise affective de cet homme, parce que vous raisonner en disant c'est l'angoisse des maladies qui me fait réagir, et pas le fait que sur quoi repose votre relation. Dans une relation d'amour, il faut quand même la base, c'est aussi la confiance. Oui. Ça veut dire quoi aussi cette relation? Un homme qui est capable de mentir à ce point-là, qu'est-ce que ça remet quand même en question beaucoup de choses aussi. Dans ce qu'il vous dit, sur tout ce qu'il peut vous dire. Où est la sincérité de son investissement? Eh bien, moi, je vais y croire, mais effectivement, il y a peut-être que moi qui y crois. C'est un homme qui cloisonne. Hein. Lui, il tient comme ça. C'est un fonctionnement très particulier. Donc, il est sincère dans l'instant.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère quand il est avec vous, mais il est capable de. C'est toujours le problème quand il y a comme ça de l'infidélité dans le cadre d'une relation suivie, c'est-à-dire quand on est capable de mentir à ce point-là, à mentir aussi avec d'autres, vous voyez. Où est véritablement alors il est convaincant parce que finalement il vous raconte des histoires, il se raconte des histoires auxquelles il finit par croire lui-même. Alors ce qui pose question aussi, c'est finalement ce que représente cet homme pour vous, cette grande différence d'âge, parce qu'elle est quand même énorme, hein. Vous avez 26 ans d'écart, hein. Oui. C'est pas rien, hein. Et vous arrêtez pas de me dire, il est très protecteur, il est très tendre, il est très rassurant. Donc, pour vous, cet homme représentait, enfin, j'ai l'impression, une sécurité. Oui. Or, il est tout sauf rassurant, cet homme. Oui, je sais. Enfin, il est tout sauf rassurant. Il offre une apparence de sécurité, mais ce n'est qu'une apparence. Oui. Vraiment. Oui, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment ce que je trouve le plus important chez lui, c'est la protection, le fait que j'ai l'impression qu'il s'occupe de moi, etc. Et effectivement, quand on creuse un petit peu, c'est exactement le contraire. Oui. Certainement la personne qui m'aura fait le plus de mal. Je pense qu'il s'occupe beaucoup de lui, surtout. Oui, effectivement. Il aime beaucoup parler de lui. Il aime beaucoup parler de lui. Oui. Oui, il doit être assez narcissique. Il se trouve assez extraordinaire. Oui. Oui, moi je pense qu'il c'est avant tout de lui dont il se préoccupe, certainement. Oui. Ce qui veut pas dire qu'il peut pas être tendre avec vous, hein, ça je vous crois tout à fait, mais enfin bon, c'est pas suffisant. Oui. Alors, je reçois un message de Petite Plume qui dit: si vous souffrez de cette situation, il m'apparaît difficile de vous taire, cela vous taraudera de toutes les façons. Il y a David qui dit: vous êtes une parmi ses conquêtes, ne tombez pas dans le piège, il vous a envoûté. Il y a Sergio qui dit: respectez-vous, réagissez, pensez à vous, carton rouge. Et puis il y a Claudie qui dit: il y a qu'à accepter ou fuir, j'en ai aimé un pareil, c'est le métier qui veut ça. Bon. Je sais pas, il y a Jean qui dit: vous avez vu en lui toute sa maturité. Alors il a peut-être une maturité sur certains plans, mais pas sur tout, hein. Oui. Pas sur tous les plans. Oui, et un plan assez important. Maintenant, c'est vrai que vous avez passé, c'est 6 ans, un âge où, avant 24 ans, vous aviez pas eu, j'imagine, beaucoup d'histoires d'amour, en tout cas non, pas. Quasiment pas. C'était mon premier amour. Il a été mon seul et unique amour. Voilà. Donc, jusqu'à présent, hein, Véronique. Oui. La vie est longue, hein. Vous avez 30 ans. Vous êtes toute jeune, là. J'ai mal à imaginer. Voilà. Mais parce que vous êtes toute jeune. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui vous angoisse et qui vous fait peur, hein. C'est que vous avez finalement construit, vous avez grandi. Il a été, oui, j'utilisais un peu votre Pygmalion. Il vous a initié, ça a été votre amant. Oui. Bon, tout ça compte. Donc ça a créé une dépendance à cet homme aussi. Oui. Et vous avez l'impression qu'il n'y a que lui, qu'en dehors de lui, c'est cette dépendance aussi qui est problématique, hein, dans le fond. Parce que ça serait bien pour vous, je pense, en tant que femme aujourd'hui, de prendre une certaine autonomie par rapport à ça. Oui, tout à fait. Mais parce que c'est vrai qu'il me motive dans vraiment dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans tout. Il me motive pour tout. J'ai l'impression que s'il n'était pas là, je pourrais pas avancer, que je me laisserais aller, que je sais pas, que je tiendrais pas le coup, en fait. C'est une impression, ce qui ne veut pas dire que ça serait la réalité. Parce que pour vous, c'est un support important, c'est un soutien, il est peut-être venu combler des manques. Oui, très certainement. Oui. Hein, il a dû combler aussi, je sais pas, la relation que vous aviez avec votre père, ou il est venu combler certains manques, hein, certaines carences, forcément. Mais cet homme n'est pas lui-même sans carence.
voyez, je reçois un message du narcissique qui dit hyper stress, incapacité au choix, carence narcissique, une foultitude d'hypothèses produisent une telle conduite. Il parle de cet homme. Voilà, il y a lieu de pour comprendre, c'est pas non plus un hasard s'il est dans une telle situation, cet homme. Hein. Oui, bien sûr. Bon, donc vous avez vu en lui que ses forces, on peut y voir beaucoup de fragilité par ailleurs dans son fonctionnement affectif. Hein. Oui. C'est pas un roc, loin de là. Mais non, personne n'est jamais un roc. Hein. On n'est pas fait que de force ou que de fragilité. Donc vous pensez, vous, certainement beaucoup plus fragile que vous ne l'êtes dans le fond. Et lui, vous ne le voyez beaucoup plus fort qu'il ne l'est. Oui. Et c'est peut-être aussi cet équilibre-là qui est à revoir. Oui, pourtant je pensais l'avoir revu la première fois que je l'ai quitté, parce que moi j'avais trouvé que ça nous avait beaucoup apporté, puisque moi j'avais repris mon indépendance en fait pendant ces 6 mois, ou peut-être je n'ai eu que l'impression de la reprendre, et lui a appris aussi que je pouvais l'être, et du coup quand on s'est retrouvés, notre couple était vraiment plus fort, d'où ma surprise vraiment de découvrir tout ça, parce que je pensais qu'on était reparti sur de bonnes bases, avec une relation qui était beaucoup plus équilibrée. Et pour moi, ça jouait sur le fait qu'il n'irait pas voir ailleurs, parce qu'il serait comblé en fait avec moi, et je me suis totalement trompée. Oui, mais ça c'est humain, Véronique, c'est très féminin de penser qu'on va combler tout. C'est sa problématique à lui que vous ne pouvez pas combler. Pour cela, il faudrait qu'il ait le désir de changer. Oui. Mais il ne l'a pas forcément. Pas de problème. Ben voilà. Hein, lui, finalement, il a tout pour le moment. Hein. Ah oui, tout à fait. On peut dire qu'il est bien servi, oui. Et vous seriez même prête à accepter, donc pourquoi changerait-il, hein? Il n'est pas confronté à la perte, lui. Hein. Non. Il a des femmes qui, connaissant peut-être même sa situation, acceptent, ou même la découvrant, vous seriez prête à accepter. Pourquoi changerait-il, hein? Donc c'est pas ça. Il y a Ambre qui dit, demandez-vous plutôt pourquoi vous acceptez cela, ou pourquoi vous seriez prête à accepter, et voyez un thérapeute pour y voir plus clair. Moi je pense parce que de toute façon il n'y a pas d'avenir heureux, en tout cas. Il y a toujours un avenir possible, mais quel avenir? C'est lui faire offrande de votre jeunesse, alors que lui, effectivement, on peut penser que ça va pas s'arranger en vieillissant. Hein. Non. Ou alors à un moment, si, il va être attrapé par l'âge, mais bon... On va avoir peut-être des réactions d'hommes qui vont arriver au 01 42 32 15 15. On a déjà Philippe qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Véronique. Oui, je crois que vous m'avez devancé, Caroline. Effectivement, je me demandais si Véronique faisait pas un transfert, un transfert ou une recherche de une recherche d'un père, une recherche de comment vous expliquer comme vous le dites, une recherche de figure paternelle. Exactement. Et donc à ce titre-là, elle accepte tout en fait, et ça c'est dommage pour elle. C'est dommage pour elle parce que j'ai le sentiment qu'elle passe à côté de quelque chose de très bien, avec très certainement avec un autre homme, déjà beaucoup plus jeune que lui d'une part, et d'autre part très probablement qu'il apportera certainement plus d'amour et plus de sentiments que ce qu'il prétend lui apporter. Quelle relation avez-vous avec votre père Mais très bonne, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire avec mon père, et on discute souvent, on n'a pas forcément de choses trop intimes, mais je l'appelle très souvent, et en fait... il est au courant de cette relation? Oui, mes parents... Qu'est-ce qu'il en pense? Mon père voit les choses sereinement, en fait. Pour lui, si je suis amoureuse, tout va bien. Par contre, ma mère fait un rejet total. Elle ne veut pas en entendre parler, oui, ce qui est normal. Mais du coup, en fait, parce que mes parents savent pourquoi je l'ai quitté la première fois. Donc, ils sont au courant qu'il m'a trompée une première fois. Donc, du coup, avec ma mère, je ne peux absolument pas en parler. Et mon père, par contre, a une vue assez positive sur lui. Et il me demande même parfois de ses nouvelles. Il est pas du tout négatif par rapport à cette relation. Et du fait que ma mère fasse un blocage, en fait, je suis devenue plus proche de mon père que de ma mère. Vos parents sont ensemble? Oui. Oui, et ils s'entendent très bien, ça se passe très bien entre eux.
Véronique, excusez-moi, je vais me permettre une question un peu à titre personnel. C'est pas votre premier amour, c'est pas, ça pourrait éventuellement être votre premier amour, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il vous aurait tout appris, ouvert un petit peu la voie de ce côté-là, que vous passiez l'éponge sur beaucoup de choses. Ça pourrait expliquer. Oui, c'est tout. C'est-à-dire que moi, dès que je l'ai rencontré, c'est tout bête. Je suis tombée amoureuse. Je suis vraiment folle de lui. Et effectivement, dans ma tête, j'ai toujours cru à un unique amour. Et c'est vrai que dès que je l'ai trouvé, je me suis dit que c'était lui pour la vie. Et puis c'est surtout que on a une très grande complicité. Je me sens très très bien avec lui. Et je n'arrive pas à imaginer être aussi bien avec quelqu'un d'autre quand il est là. Moi, je suis totalement heureuse. Moi, je suis surprise que votre père finalement ne trouve rien à redire et même trouve cet homme assez sympathique et voyez, parce que en général après un père souhaite autre chose pour sa fille qu'un homme il a quel âge votre père? Il a à peine plus que mon compagnon. Ouais. Mais qu'un homme qui a à peu près le même âge que lui. Vous voyez, il y a déjà un truc, ou alors il y a quelque chose de très oedipien là-dedans. Finalement, il se dit tiens, elle a trouvé un homme comme moi, enfin de la même génération. Il y a quelque chose. C'est comme si vous étiez avec votre père, quoi. Surtout que généralement. Parce que vous voyez, en général, un père cherche quand même autre chose, attend autre chose pour sa fille. Bien sûr. En principe, hein. Et peut-être que quand vous dites les relations sont très bonnes, mais peut-être que oui, avec votre père, il y a quelque chose d'encore tellement proche, tellement fusionnel que il y aurait peut-être une distance à prendre, quelque chose à couper. On dit couper le cordon avec la mère, il y a peut-être aussi quelque chose à couper avec le père là, et de sortir un peu de cette relation là. Parce que cette très grande proximité et que tout le monde trouve ça très bien et enfin, je sais pas, moi ça me questionne un petit peu. Il y a Anne de 7 qui dit le meilleur pour vous serait que ces découvertes changent vos sentiments à son égard. Il y a Sarah Bouille qui nous écrit en disant vous avez du mal à vous en défaire aussi parce que vous n'arrivez pas encore à croire à la réalité de votre découverte. Cela ne vous semble pas vraiment plausible à cause de votre structure psychique qui est différente de la sienne. Ouais, vous voyez, vous dites c'est vrai, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Souvent, je me perds à me dire en fait, je n'ai rien découvert du tout et tout cela n'est qu'un songe et ça n'existe pas parce que ce n'est pas possible de toute manière. C'est ça. Et oui, parce que c'est là où vous découvrez que vous êtes très très différents. Tout à fait. C'est ça. Alors il y a Alexandra qui nous écrit, qui dit moi aussi j'aime un homme avec une grande différence d'âge, mais la relation doit être basée sur la confiance et le respect. Et Véronique doit penser à elle mérite une autre histoire. Écoutez, merci en tout cas Philippe de votre point de vue, de votre réaction. On avait aussi Pascal, mais c'est dommage, il veut pas s'exprimer à l'antenne. Alors, je vais lire sa réaction qui dit je suis surpris dans le témoignage de Véronique, je n'entends pas du tout de colère. C'est pourtant important, elle devrait le lui montrer. Où se situe-t-elle par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire? Et c'est vrai qu'on n'entend pas bien où est votre désir à vous. Et c'est un peu ce qu'on entend. C'est pour ça que je parlais de relation. Il est le Pygmalion où il a beaucoup d'ascendant sur vous. C'est que on a l'impression que vous avez du mal à exister dans cette histoire. Peut-être, mais la colère, elle a eu lieu la première fois, la première rupture où effectivement j'ai explosé. Mais aujourd'hui, c'est plus de la peine. Vous êtes abasourdi. Vous êtes abasourdi oui, un peu. Je suis abasourdie, puis je pensais tellement que ça avait changé et que c'était possible. Et en même temps, le fait qu'il refasse, je me dis que ça y est, que c'est la fin de l'histoire et j'ai tellement pas envie que ça s'arrête que j'ai plus de peine en fait que de haine. D'accord. On accueille Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste réagir à votre auditrice ou interlocutrice précédente. Ben c'est Véronique qui est avec nous. Voilà, Véronique, parce que je me suis pas permis de la nommer, qui a des problèmes avec son ami. Peut-être qu'il faut réfléchir au problème. S'il va voir ailleurs, est-ce qu'elle n'a pas manqué, bon, ses devoirs parce que c'est trop fort, mais simplement à ses relations du fait que, n'étant pas satisfait, il est allé voir ailleurs. C'est juste ma question parce que on s'est déjà contacté, Caroline, et plusieurs fois,
Et j'avais des problèmes avec mon fils, puisque j'ai eu un fils alors que j'étais marié, et que j'ai divorcé au bout de 30 ans de mariage pour une femme plus jeune, et qui voulait un enfant, et que malheureusement, comme ma femme, ma première femme ne pouvait pas en avoir, et j'ai fléchi parce que c'est vrai que j'ai fléchi parce que j'étais pas faible, mais c'est parce que je voulais un enfant. Et à l'époque, vous m'aviez conseillé de lire le livre de Monsieur Alain Braconnier, Mère et Fils, parce que c'est pas facile d'avoir des rapports après. Et aujourd'hui, vous voyez, je vous téléphone, je suis tout seul. Alors, on va revenir à Véronique ce soir, si vous le voulez bien, puisque nous avons déjà eu l'occasion, Jean-Luc, de parler de vous et de votre situation. Et ce qui vous amène à nous appeler ce soir, c'était l'histoire de Véronique. Bon, je comprends votre question. J'imagine que d'autres auditeurs peuvent se la poser autour de l'infidélité. Hein. C'est parfois ce qu'on entend, dire si l'homme ou la femme vont voir ailleurs, c'est peut-être parce qu'ils ne trouvent pas dans leur couple ce qu'ils recherchaient. Ça peut être une hypothèse. Ouais. Mais là, dans ce que moi, je pense dans ce qu'énonce Véronique, là où cet homme a plusieurs liaisons en parallèle, des relations, semble-t-il, également avec des prostituées. Je pense que là, il y a quelque chose qui relève de sa problématique à lui, d'une sexualité, j'oserais dire quand même assez compulsive. Complètement. Et que Véronique n'a pas grand-chose à y voir. Hein. Oui, mais peut-être qu'au départ, elle aurait peut-être pu faire un petit effort. Je pense qu'elle aurait pu faire les pieds au mur, ça aurait pas servi à grand-chose. Ça ne dérive pas, parce que je suis complètement d'accord avec vous, Caroline. C'est une dérivation, donc c'est pas normal. Caroline, si vous permettez, j'aimerais poser une question à ce monsieur. À ce moment-là, allez-y, Philippe. Pourquoi l'ami de Véronique est revenu? S'il trouve mieux ailleurs. Bonne question. Ouais, c'est vrai, en plus. Il est revenu ailleurs. Pourquoi? Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'il revient ailleurs parce que justement, pour lui, c'est la fierté d'avoir une petite jeune sous son bras? Aussi, ouais. Est-ce que c'est simplement, c'est du un petit peu du tape à l'œil, entre guillemets? Ou alors, mais là, il y a vraiment un problème. Non, je vais être plus dur que vous. Il est revenu d'ailleurs parce que c'était plus facile. Parce que? C'était plus facile. Avec Véronique, c'était plus facile. Oui, parce que vu qu'elle est amoureuse, je le mets entre guillemets, je le mets beaucoup entre guillemets, mais elle était soumise. On le sent bien à travers tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle l'aimait, elle l'adorait, etc. Voilà. Donc elle était soumise, mais entre guillemets, surtout. Comme terme, mais je pense qu'elle a été éblouie par son programme. Parce qu'il savait que là, il gagnait. Il était poker gagnant, là. Bon, en tout cas, moi je pense quand même, Véronique, qu'il serait important pour vous d'aller un peu parler à un thérapeute, faire un peu le point sur votre histoire en termes de cette relation de dépendance affective qui s'est instaurée entre vous et cet homme. Oui. Je crois. Parce que je pense pas que c'est avec lui que vous allez avoir les clés. Il a trop d'ascendant, vous êtes encore trop sous son emprise. Donc il vous racontera ce qu'il voudra. Enfin, il y a un travail de détachement à faire, et je crois qu'il y a des choses à comprendre par rapport à votre histoire personnelle, par rapport à la relation à vos parents. Enfin, il y a quelque chose pour vous aider à grandir. Je crois qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'être aidée à grandir, vraiment. Et voilà. Vous pensez que je dois attendre pour lui parler d'avoir consulté, d'être écoutez, moi je sais pas, peu importe. Je pense pas que si vous avez envie de lui parler, si vous pouvez pas tenir, ce que je peux comprendre, c'est très dur de rester comme ça dans une situation alors que vous savez, sans lui en parler. Oui. Je pense pas que ça changera grand-chose. J'aurais envie de vous aider, Caroline, en disant à Véronique, est-ce que vous avez encore envie de souffrir? Tout simplement. Est-ce que vous avez encore envie de souffrir? Est-ce que vous avez encore j'ai envie d'aimer, et je sais que c'est lui que j'aime, donc si je me prive de lui, manifestement, il vous apporte rien, si on regarde bien.
Il vous apporte absolument rien, si ce n'est que il m'apporte du bonheur. Parce que quand je suis avec lui, je suis heureuse, donc. Oui, mais dès que vous êtes plus avec lui. Oui, mais maintenant, dites-vous, Véronique, quand vous êtes avec lui, vous êtes heureuse, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui a changé, c'est que quand il ne sera pas avec vous, vous aurez toujours ce doute dans votre esprit de vous dire il est avec d'autres femmes. Oui, et ça, est-ce que ça vous rendra heureuse? Non, bien sûr. C'est ça qui va être compliqué à gérer maintenant. Vous voyez, c'est là où il y a quelque chose Caroline, qui est compliqué. Oui, et on va devoir conclure après. Bien sûr. Il vous domine, Véronique. Ne vous laissez pas dominer. Oui. Il a beaucoup d'ascendant sur Bien vous, sûr. ça c'est clair. Oui, hein. Oui, il a beaucoup. De par sa différence d'âge aussi. Hein. Oui, c'est indéniable. Vous l'avez connu. Oui, je crois qu'il faut que vous trouviez. Il faut qu'on vous aide un peu à grandir sur le plan affectif. Voyez, cet homme vous a connu. Vous étiez une très jeune femme, une toute jeune femme au début de sa vie amoureuse, et lui était déjà un vieux renard de la vie amoureuse. Oui, mais c'est bon, voilà. Donc c'est normal qu'il ait autant d'ascendant. Hein. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à prendre soin de vous. Voilà, et ça, un thérapeute va vous y aider. D'accord. Vraiment. Bon courage, Véronique. Je vous remercie. Et merci à Philippe et Jean-Luc. Merci à vous d'être intervenus. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Caroline Dublanche. Caroline Dublanche sur Europe 1. Encore des réactions pour Véronique. Alexandra nous écrit sur europe1.fr pour dire je pense que cet homme a tout simplement un problème sexuel. Bambinette dit la découverte du premier amour, la première passion peut être tellement intense que par la suite on peut se voir accepter l'inacceptable. Prenez un peu de recul pour voir à quel point la situation lui est profitable. Votre avenir est devant, l'amour commence là où la passion s'arrête. Et puis il y a Diablo qui dit il existe des hommes qui collectionnent les femmes comme les papillons. Un autre message qui arrive au 61120 qui dit il y a tant d'autres hommes de votre âge qui vous apporteraient la même chose. Vous êtes manipulés. Je suis désolée pour vous, mais il faudrait fuir. Et puis il y a Oxalis qui dit décidément Oedipe quand tu nous tiens, ça rejoint ce que dit le subversif qui dit le prince charmant de toutes les femmes avant qu'elles ne mûrissent, c'est le père. Et on accueille maintenant Chantal et on va parler d'un tout autre sujet avec vous, ma chère Chantal. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Je vous remercie ainsi que votre assistante d'accueillir sur l'antenne. Alors moi je voudrais parler du problème que j'ai avec mes parents. Oui. Voilà, donc je me suis coupée, un peu coupée depuis à peu près 8 ans. Voilà. Donc ils ont environ 74 ans. Oui. Et donc moi je souhaiterais, je sais que c'est les dernières années de leur vie, donc j'aimerais continuer à les accompagner sur ce chemin. Et j'ai beaucoup de mal en fait à aller les voir, parce que chaque fois que je vais les voir, ça se passe très mal. C'est très très difficile pour moi. Qu'est-ce qui est difficile pour vous quand... Alors, ce qui est un peu difficile, c'est leur situation, parce que bon, ils ont avec l'âge, ils ont des difficultés physiques qui font qu'ils peuvent plus trop sortir, plus trop se déplacer. Ils ne sont pas en très bonne forme. Voilà, c'est ça. Ils sont pas en très bonne forme, ni physique ni morale, en fait. Donc ils attendent tout de mes visites. Et en fait, quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'être complètement enfermée. J'ai surtout des contacts en fait avec ma mère et quasiment aucun avec mon père, donc ce qui rend les choses un peu difficiles. Vous arrivez à communiquer avec votre père? Oui, ça a toujours été comme ça en fait. J'étais très longtemps en conflit avec lui et puis bon, avec la maturité, les conflits se sont apaisés, mais c'est un homme qui me craint énormément et je le crains aussi, c'est-à-dire que j'ai du mal, moi j'ai aucune intimité avec lui, je parle beaucoup plus avec ma mère, que j'ai plus de plaisir à voir en fait. Et donc ce qui me chagrine quand j'y vais, c'est que bon, ça faisait depuis quelques années que je voyais donc qu'il y avait des choses qui se dégradaient en fait au domicile familial. Parental, et donc j'ai commencé un petit peu à les prévenir. Par exemple, ils amassaient beaucoup de choses chez eux, donc je prévoyais que ça allait rendre leur déplacement difficile. Ils ont laissé leur maison en fait se dégrader, alors qu'ils amassaient beaucoup de petites choses à côté.
inutile. Et bon, effectivement, bon, ça n'a pas été très bien reçu à cette époque-là. Donc j'ai commencé un petit peu à leur parler des difficultés du vieillissement. Donc là maintenant ils sont en plein dedans et donc ils ont du mal maintenant financièrement à se retourner. Et puis je voyais que ma mère en fait s'est blessée et qu'elle ne pouvait plus assurer les tâches ménagères. Oui. Comme il se devait. Et donc moi j'ai beaucoup de mal à aller là-bas puisque quand je vais chez eux c'est pas très propre, voilà. Donc et pourquoi ils ne demandent pas une aide ménagère? Voilà. Alors donc en fait donc je leur ai suggéré, j'ai suggéré à ma mère parce qu'évidemment tout passe par ma mère. Oui. Et mon père refuse en fait. Voilà. Bah oui, mais en même temps écoutez, c'est votre mère peut aussi décider, elle. Pourquoi votre père refuse? Mais parce qu'en fait, il refuse d'introduire en fait quelqu'un d'extérieur. Donc oui, mais peut-être que lui, ça ne le gêne pas de voir que la maison est moins bien entretenue, mais ça ne lui pose peut-être pas de problème. Mais peut-être que votre mère, ça l'ennuie. Je ne sais pas. Peut-être que ça ne la gêne pas non plus. Remarquez. En fait, bon, c'est vrai qu'ils ont quand même leurs enfants le leur disent quand même, hein, donc. Oui, j'allais vous demander, vous n'êtes pas fille unique? Non, je suis pas fille unique, non. J'ai des frères et des sœurs, mais mes frères et mes sœurs vivent très loin, ils vivent aux Antilles, donc voilà, moi je suis la plus proche en fait, et c'est vrai que par exemple quand je dois aller les voir, je les vois à peu près 2 fois par an, alors que j'habite pas très loin de chez eux, j'habite à peu près à 300 km de chez eux. Mais je préfère aller à l'hôtel en fait. Voilà, je préfère carrément aller à l'hôtel. Voilà, parce que bon, déjà moi j'ai des soucis de santé qui font que j'ai besoin d'une certaine hygiène et que chez eux je trouve pas ça. Donc c'est difficile. Alors c'est vrai que moi je souhaiterais plutôt en parler à mon père parce que dans ma famille, c'est toujours ma mère qui a porté à bout de bras et c'est vrai que je la comprends aussi, elle reçoit très très mal en fait elle prend ça en fait comme elle culpabilise quoi, elle prend ça comme un reproche en fait, voilà, comme parce qu'au début quand j'en parlais, etc. Bon, enfin donc elle me renvoyait que c'était pas vrai, que ce que je disais c'était faux, qu'elle faisait ce qu'il fallait parce que je savais qu'en fait après j'ai su que quand je partais en fait c'est elle qui se prenait les reproches de mon père. Voilà, qui retournait ça contre elle. Donc, voilà, donc c'est aussi pour fuir ça, pour éviter ça que j'évite d'aller chez eux. Voilà. Oui, mais ça doit pas être récent comme fonctionnement. Votre mère a du mal à s'affirmer aussi, à donner son point de vue, parce qu'après tout, ça la concerne aussi. Qui s'occupait des tâches ménagères avant? C'est ma mère. Oui, donc elle aurait fortement son mot à dire dans cette histoire. Oui, tout à fait. Et puis ça leur apporterait un bien-être aussi quand même, hein. Oui, exactement. Mais là, finalement, j'imagine que c'est beaucoup votre mère qui prend en charge votre père aussi sur pas mal de choses. Exactement. Eh oui. Voilà, c'est toujours elle qui l'a pris en charge. C'est-à-dire que pour moi, mon père, en fait, ça n'a jamais été un homme. Pour moi, ça a toujours été comme le 6e enfant de la famille. Comme un enfant, c'est ça. Donc, il fait en sorte d'être toujours dans cette position de dépendance. Exactement, voilà. Là, pour vous dire, vous voyez, par exemple, il y a 1 an de cela, il a dû être hospitalisé. Donc, il a refusé les soins de toilette là où il était hospitalisé. Et quand il est retourné au domicile, c'est ma mère qui a dû tout assurer, quoi. Voilà. Donc après, il y a quand même une infirmière qui est venue, mais il refusait la toilette. Et donc, c'était ma mère qui était obligée de faire ça, quoi. Et si elle le faisait pas, elle se prenait des récriminations à longueur de journée, quoi. Donc, mais oui, mais votre mère ne devrait pas accepter. Et oui, je sais bien. Je sais bien, mais voilà. Ça vous voyez, c'est aussi dans leur fonctionnement de couple, ça. Hein. Voilà. Donc, effectivement, à partir d'un certain âge, elle a commencé à se rebeller. Oui. Mais voilà, elle s'est rebellée, donc elle répondait, mais bon, ils entraient dans le conflit. Et puis. Vous dites qu'il vous fait peur, votre père. Pourquoi il a pu être violent par le passé? Alors, c'est pas qu'il me fait peur au niveau de la violence, mais c'est... Enfin, que vous le craignez, vous avez dit que vous le craignez. Oui, c'est-à-dire que je crains de lui parler, parce que de toute façon, les fois où je me suis...
où j'ai osé le faire, c'est de suite, il se vexe, il s'en va, il se renferme sur lui, et je sais que quand j'affecte, enfin ce sont des gens qui fonctionnent beaucoup sur l'affectif, donc on peut pas avoir une conversation, mettre un peu les choses à plat sans que ça soit pris à cœur, et que voilà, voilà, donc c'est très difficile. Donc il y a à peu près 3-4 ans, je lui avais écrit une lettre, j'étais passée par cet intermédiaire-là, pour lui expliquer en fait pourquoi je venais si peu chez moi, parce que je sais qu'il retournait ça contre ma mère. Il lui disait que c'était de sa faute si je ne venais plus. Et donc je me suis dit non, il faut qu'il entende que c'est pas du tout de la faute de ma mère, mais que c'était que ça tenait à la difficulté que j'avais d'entrer en contact avec lui, et puis son attitude qui était difficile à vivre. Voilà. Vous avez pu lui dire? Oui, je lui ai écrit, oui. Alors c'est vrai que quand je suis retournée donc voir mes parents après cette lettre-là, donc il en a quand même, il a quand même trouvé le moyen, puisque donc j'avais un frère qui était sur les lieux à ce moment-là, qui a entendu leur conversation, donc il s'en est pris à ma mère aussitôt. Donc c'est pour ça que pendant des années, mes frères et mes sœurs, chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'on avait besoin de dire, on le disait à ma mère. Et c'est vrai qu'à un moment, moi j'en ai eu assez. Je me suis dit, après tout, elle porte tout sur le dos, elle a peut-être assez porté. Mais on a du mal à aborder ça avec mon père, voilà, avec notre père. Mm-hmm. Et pourtant, voilà, donc moi ça me pose problème, parce que je voudrais pouvoir aller les voir plus souvent, que ça se passe bien, que ce soit un petit peu plus serein, parce que je sais que quand je vais les voir, ça leur fait énormément plaisir. Je sais qu'ils souffrent de mon peu de visite. Mais voilà, quoi, j'ai du mal, et voilà, je sais pas si je dois à nouveau écrire à mon père pour lui exposer tout ça, parce qu'on a beaucoup de mal aussi à régler ça en famille. Moi, j'avais suggéré à mes frères et mes sœurs, on s'était retrouvés tous ensemble l'été dernier, donc je leur avais dit que c'était l'occasion de pouvoir en parler ensemble. Et ça a été très mal reçu. Le problème, c'est que vous n'allez pas tellement faire changer vos parents, là. Hein. Oui, c'est plutôt vous, il faudrait que vous vous apaisiez un peu, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, on sent chez vous. Vous parlez des dernières années. Alors évidemment, vous savez qu'à partir d'un certain âge, évidemment, le temps est compté, mais on sent que vous voudriez en profiter au maximum, et puis en même temps, à chaque fois, il y a beaucoup de déception. Parce que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes encore chez vous. On sent bien que cette difficulté de dialogue avec votre père vous pèse beaucoup. Oui, et que c'est un homme qui, semble-t-il, a du mal à parler. Et qui c'est pas par manque d'amour, mais que c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas dire, tout simplement. Et puis qu'il y a dans leur fonctionnement de couple aussi quelque chose de particulier, c'est-à-dire beaucoup de tensions, beaucoup de choses comme ça, et que ça vous ne pouvez pas les régler. Tout à fait, oui. Vous pouvez pas les régler. Peut-être que vous pourriez un peu en parler. Déjà, je sais pas, pour vous apaiser en thérapie, de façon à mieux vivre les choses, à régler cela tant qu'ils sont encore présents, parce que c'est parfois plus difficile de régler ça quand les parents ne sont plus là. C'est encore plus culpabilisant. Vous voyez, on a l'impression que là on ne peut plus rien faire. Alors qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans la relation si déjà, parce que vos parents, je doute qu'ils aillent eux en thérapie. Et voilà, oui. Parce qu'en fait, moi, oui, à l'époque, effectivement, je consultais quelqu'un, et en fait, cette thérapeute m'avait conseillé de prendre de la distance. Elle m'avait dit, chaque fois que vous y allez, quand je revenais, moi, ça me prenait énormément d'énergie, et quand je revenais, j'étais encore plus abattue, en fait, et moi, j'avais besoin d'énergie pour mener ma vie aussi. Voilà, j'ai toujours eu cette impression-là, en fait, quand j'allais les voir, des gens qui aspirent comme ça l'énergie, parce qu'ils en manquent beaucoup eux-mêmes. Je veux dire, mon père, il
est très très dépressif. Il a complètement sombré dans l'alcool. Donc oui, il est complètement. Et il ne voudrait pas se faire aider un petit peu? Il ne serait pas prêt à se faire aider? Et voilà, et non, enfin, je veux dire, non. c'est... Il a ce problème toujours avec l'alcool, il n'est pas prêt à se faire aider? Ah oui, non, puis en plus, il est... Non, mais oui ou non? Oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, Chantal. Excusez-moi. Il n'est pas prêt à se faire aider par rapport à son problème d'alcool? Chantal, vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entendais, oui, je vous entends. Oui, il est conscient, il le sait, que... Non, mais j'ai l'impression que alors vous m'entendez, mais vous comprenez pas. Est-ce qu'il serait prêt à se faire aider par rapport à ce problème d'alcool? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Non, parce que bon, moi, ça m'est arrivé quand même des fois, puis même mes frères et sœurs, de lui en parler, mais de suite, je sens que ça l'enfonce dans la culpabilité. Par rapport à son problème de dépression, peut-être? Parce que si déjà on soignait son état dépressif, ça pourrait l'aider par rapport à ce problème d'alcool, s'il était moins dépressif. Oui. Est-ce que son médecin traitant lui a parlé de... Parce que il y a des thérapeutes qui n'acceptent pas de prendre des personnes âgées en dépression, mais vous voyez, hier j'ai été justement voir la présentation d'un livre, un très beau livre qui s'appelle La vie à l'épreuve du temps de Catherine Bergeret-Mselec, qui elle prend des personnes comme ça, déjà âgées en thérapie, et qui dit qu'elle peut faire un travail très intéressant sur des personnes comme ça, leur permettre de retrouver une certaine vitalité. Enfin, il y a un travail possible à faire. Autour de ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour le sortir un peu déjà de cet état? J'imagine qu'il est suivi sur le plan médicamenteux. Oui, tout à fait, parce que il y a des problèmes d'obésité aussi, puisqu'il ne bouge plus, il reste toute la journée devant la télé. Donc c'est angoissant tout ça pour vous. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ce que je peux pas lui dire directement, c'est que je comprends pourquoi il boit, je comprends pourquoi il a besoin de manger, parce que je comprends qu'il est lui-même angoissé, qu'il est dépressif, aussi profondément dépressif, depuis qu'il est à la retraite, depuis qu'il a cessé son activité professionnelle, donc il s'est enfoncé comme ça dans cette dépression. Et puis le fait aussi qu'il a toujours eu des relations difficiles avec ses enfants, c'est-à-dire que nous on parlait tout le temps avec notre mère facilement, et que lui s'est toujours senti exclu en fait de... Alors même quand on a fait des efforts envers lui, moi je sais qu'il y a une période justement où j'ai pu revenir, j'étais plus apaisée, où je leur proposais de sortir, je les emmenais. Non mais on sent bien que ça vous affecte terriblement, mais et qu'il faut pas que vous y perdiez votre énergie. Je pense que vous, peut-être en vous faisant un peu aider de votre côté, ça vous aiderait aussi. On aura une réaction après le journal d'Annie, donc vous ne raccrochez pas, Chantal. Pour laisser un message à Caroline Dublanche, c'est au 6 11 20, code nuit. 50 centimes plus coût d'un SMS. Chantal, vous êtes avec nous ? Oui. Alors déjà des réactions qui arrivent au 6 11 20 de Anne de 7 qui dit: votre père a la même structure que mon mari, il ne changera pas. Il faudrait un peu lâcher vos attentes, aimez-le comme vous pouvez et prenez soin de vous. Et on accueille maintenant Annie qui elle est au 01 42 32 15 15, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h. Bonsoir Annie. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Je viens de traverser un petit peu la même problématique. Oui. Entre mon papa et ma maman, bien plus âgés que les parents de Chantal, 10 ans de plus. Oui. Donc pour m'économiser moi, donc parce qu'il faut nous on est en train de construire notre vie avec nos maris, nos enfants, le travail. Donc pour garder mon énergie, pour construire moi ma propre famille et pas dépenser. Je revenais. Quand je rentrais en France vers mes parents, j'étais assez effondrée. Et la solution que j'ai trouvée pour ne pas les juger, les prendre tels qu'ils sont, moi me préserver aussi, c'est que je suis passée par le médecin généraliste. Oui. Donc papa refusait ne voulait pas voir ou ne voyait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai noté sur un petit papier en revenant des faits précis, comme quoi maman préparait peut-être pas toujours le repas, papa était peut-être un peu négligent au niveau de la toilette, des choses comme ça. J'ai noté des points. Oui. J'ai téléphoné au médecin généraliste, je suis allée le voir et je lui ai fait part de mes inquiétudes.
et de la difficulté de faire entendre raison, c'est un bien grand mot, mes parents, mais parce que c'est des vieilles gens, faut les prendre tels qu'ils sont. Oui. Et donc c'est le médecin généraliste qui a fait le lien. Oui, c'est une excellente idée. Ça peut être un très bon interlocuteur, bien. Oui, parce que il est respecté. Enfin, il a un lien de confiance en général avec le médecin généraliste. Et j'avais noté que ma mère, je la trouvais un petit peu énervée, donc je lui ai fait part de tout ça. Je lui ai dit qu'il serait mais j'avais longuement réfléchi avant, et en suggérant au médecin, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être, ma mère serait peut-être un petit peu énervée, papa serait peut-être dépressif, qu'en pensez-vous, etc. Donc je lui ai donné des pistes pour enquêter. Oui. Et il a donné un petit calmant à ma mère, ça va beaucoup mieux. Je lui ai demandé, de fil en aiguille, il a fait des examens complémentaires à mon père sanguin. Il a trouvé des petites choses. Et donc c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le médecin. Oui, donc c'est mieux passé quand ça vient du médecin. Mieux passé. Voilà, ils se sentent moins jugés que par leurs enfants. Hein. Oui. C'est quelqu'un d'extérieur. Oui. C'est une autorité en même temps. C'est très consommateur d'énergie. Et nous aussi, on grandit, on vieillit, et nous aussi, il faut qu'on se préserve. Et ça, parce que c'est vraiment consommateur d'énergie. Ouais, et je rentrais chez moi, j'étais assez effondrée. Je dis pas que j'enquiquinais mon mari, mais il en avait marre d'entendre parler de ça. Donc à un moment, je me suis dit, bon, maintenant, il faut trouver des solutions. Comment on fait? Oui. Et je crois que c'est ça, trouver des solutions pour nos parents. Oui. Oui, puis comme dit Annie, voir ses parents vieillir, c'est angoissant, hein. C'est vrai de les sentir, de les diminuer à un âge où soi-même on peut être encore en pleine possession de ses capacités. Enfin, il y a quelque chose d'un peu culpabilisant. Comment leur continuer à donner l'amour qu'ils nous ont donné. Enfin, ça envoie beaucoup de choses. Ça a largement soulagé mon père. Mon père est finalement à l'arrivée. Il est content parce que les choses, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Mon père est pourtant quelqu'un d'intellectuellement brillant, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'âge est là. Et même si vous êtes brillant à 84 ans, l'âge est là. Et donc, il est même content parce qu'il me fait une grande confiance. Il est content parce que les choses, du coup, sont gérées. Et je crois, Annie, pardonnez-moi de vous interrompre, que vous avez même réussi à les convaincre, le médecin a réussi à les convaincre de faire venir quelqu'un chez eux pour les aider. Oui. Donc dorénavant, il y a une dame de maison, une femme de ménage qui vient, là ça va démarrer en septembre, qui va venir une fois par semaine. Maman a des soucis d'organisation, de gestion des repas, et parce qu'elle a été diagnostiquée, bon. Et du coup, tout ça se met en route, et mon père est finalement content parce que on lui a en même temps vendu la chose, comme quoi c'était pour lui le maintien encore quelques mois encore de son maintien à domicile. Et ça, c'est quelque chose qu'il a compris. Donc, comme le médecin lui a dit, il faut que vous fassiez des efforts, quelqu'un va venir chez vous, mais en même temps, vous restez chez vous. Donc, c'est la problématique qui est vous partez ou vous restez, c'est le docteur qui l'a présenté. Chantal, est-ce que ça vous paraîtrait une possibilité comme ça de rencontrer le médecin généraliste de vos parents? Oui, donc oui, éventuellement, oui. Bon, je suis un petit peu surprise parce que c'est vrai que mes parents sont des gens qui vont très souvent chez le médecin, et c'est vrai que, alors voilà, est-ce qu'il faut une intervention de la famille? Voilà, moi j'aurais été très surprise que le médecin, en fait, ne prenne pas plus, en fait, de... Il n'a pas le même regard. Voilà. Il n'a pas le même regard. Comme le dit très justement Annie, il ne vit pas avec eux. Non. Oui. Vos parents lui disent ce qu'ils ont envie de lui dire. Donc ils voient évidemment leur état de santé, un peu le moral, qu'il est pas très bon, mais ils ne voient pas leur fonctionnement de couple, ce que vous avez vu à l'hôpital, la maison qui se dégrade. Enfin, vous voyez, vous avez cet œil extérieur. Lui, il a un œil de professionnel. Et au contraire, vous lui rendez service parce que vous lui donnez en fait des indices, des éléments, voilà. Oui, et vous lui rendez service. Moi vraiment, j'ai eu un échange très constructif avec lui. Je me suis déplacée, je suis allée le voir. Comme j'habite pas sur place, je lui ai téléphoné. Et comme ça, on fait un point régulièrement. Et papa et maman savent, je sais même pas s'ils savent que je l'ai au téléphone régulièrement. Comme ça, je ne m'immisce pas
mais je sais qu'au moins ils sont bien encadrés médicalement. Et le médecin est tout à fait preneur de. On l'aide en fait dans sa démarche, parce que sans être inquisiteur, parce que faut jamais oublier que c'est l'homme de l'art et puis il faut jamais froisser les gens, mais en lui donnant des indices, des vrais faits, des faits tout à fait factuels. Et moi vraiment, moi j'étais vraiment contente parce que ça, je dirais que ça a marché. Mais parce qu'à un moment j'ai comme vous souffert, différents, on va pas en parler, mais à un moment je me suis dit maintenant stop, il faut trouver des solutions. Je suis pas sur place, maman va pas bien, papa vieillit, il faut trouver des solutions. Comment on fait? Et j'en suis arrivée à cette solution et je vous assure, je suis contente parce que je suis moi rassurée maintenant. Oui, et puis finalement votre père s'en trouve bien au fond. Oui. Ah oui, mais papa j'étais en France là il y a quelques semaines, il m'a remercié. Vraiment, il est content. Parce que ce que je n'avais pas réalisé, c'est ce que je vous disais, mais les parents de Chantal ont 10 ans de moins, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que vous avez beau avoir été, c'est toujours un homme intelligent, mais n'empêche, l'âge est là. Bien sûr. Non, et puis si un médecin disait, vous savez, vous pouvez avoir accès à des aides, une aide ménagère peut venir, on peut faire une demande à la mairie, enfin, vous voyez, le fait que ça soit une autorité qui le dise, enfin, dire voilà, j'ai pu le faire pour d'autres, on a pu le faire pour d'autres patients. Exactement. Ça dédramatise les choses. Ce n'est pas perçu par les parents comme quelque chose d'un peu infantilisant, comme souvent, même s'ils sont déjà âgés, comme un jugement de la part des enfants. Oui, où ils se sentent diminués, c'est déjà difficile de vieillir, de se sentir diminué, et si en plus les enfants vous le font remarquer. Là, c'est un médecin, c'est un professionnel de santé qui dit voilà, c'est une aide auquel vous avez droit comme d'autres personnes y ont droit. Et puis ce que ça n'a pas la même connotation. Oui, et ce que je disais à votre collaboratrice, c'est que nos mamans, enfin les mamans de 80 ans, c'est une autre génération, c'est une dame qui étaient valorisées par le maintien de leur maison. Bien sûr. Comment dirais-je, prendre soin de l'époux. C'est pas notre génération. Nous, on travaille des choses comme ça. Et donc, maman aussi vivait mal, qu'on lui dise que sa maison était peut-être pas très bien entretenue, qu'elle prenait peut-être que papa était peut-être des fois négligent au niveau de ses vêtements, au niveau de sa propre toilette. Et du coup, c'était encore un jugement de valeur. Bien sûr, qui est difficile, hein. Et voilà. Surtout venant de ses enfants. Il y a une question de fierté, d'amour propre aussi dans cette histoire. Faut pas oublier, voilà. Puis on vous fait prendre conscience que vous êtes vieille. Voilà, tout à fait. Oui, et ça c'est pas drôle, même nous dans le monde du travail. Non, bien sûr, mais bien sûr, on oublie aussi beaucoup la dignité des personnes, des personnes âgées, bien sûr. Oui. Et à moins d'être vraiment très diminué, c'est toujours difficile d'accepter les rapports inversés comme ça. Alors quand vraiment ils sont très diminués physiquement ou psychiquement, fatalement, il y a un peu les parents deviennent l'enfant de leurs enfants, mais quand ils ne sont pas suffisamment diminués pour cela, c'est très difficile. C'est très difficile et il faut ménager leur sensibilité, leur dignité, leur susceptibilité. Et au final, la situation est bien gérée. Ils sont, je crois que je peux dire qu'ils sont satisfaits parce que les propositions qui ont été faites, ils les agréent. Elles ne sont pas imposées, elles sont censées. Le docteur considère que lui aussi que c'est censé, et donc elles sont acceptées. Et du coup, moi je suis rassurée. Donc c'est super. La liaison est impeccable, Annie, alors que Fifi me dit que vous nous appelez des États-Unis. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas, si c'est pas indiscret? C'est mon mari qui travaille dans la santé. D'accord. Vous êtes bien placé alors. Bon, Chantal, vous avez une question peut-être avant Non, ça aide. Ça aide. Voilà. Attendez, si vous parlez en même temps, on va pas s'entendre, Chantal. Pardon, Chantal. Chantal, attendez, on va laisser Annie, on va laisser Chantal s'exprimer, peut-être avoir le mot de la fin. Chantal, c'est à vous. Je voulais remercier Annie, parce qu'effectivement, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais effectivement le contacter et puis peut-être un petit peu l'éclairer sur la situation de mes parents, effectivement, pour que, j'espère qu'ils l'écouteront et peut-être qu'il aura plus d'informations comme ça à travers vous. Voyez, ça aidera certainement plus
à agir dans le sens de proposer à mes parents effectivement et puis comme ça nous on sera là pour appuyer et puis pour aider justement à reprendre ces démarches. Oui, et vous vous sentirez un petit peu moins seul aussi à porter tout cela. Oui, tout à fait. Oui, et je pense que finalement ils verront que ça leur apportera une meilleure qualité de vie. Vous voyez, puisque là, ils doivent être un peu débordés, et donc fatigués, et ils laissent aller. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire venir quelqu'un chez soi. On peut être un peu gêné, que la maison soit pas aussi bien tenue qu'avant, un peu. Et finalement, quand ils vont se rendre compte que ça peut être aussi un rendez-vous avec quelqu'un de l'extérieur qui apporte des nouvelles, avec qui on sympathise, avec qui, vous voyez, ça peut être quelqu'un que l'on attend aussi. Une aide ménagère qui vient, enfin, un peu une bouffée d'air comme ça de l'extérieur, vous voyez, ça peut être un rendez-vous aussi agréable. L'envisager comme quelque chose, alors que pour le moment, il le voit comme une contrainte. Oui. C'est un petit peu comme une intrusion. Voilà, comme une intrusion, d'autant plus si votre père est dépressif. Donc quand on est dépressif, on se replie dans sa bulle, on s'isole. Bon, et que votre mère est malheureusement aussi contrainte, enfin, il l'entraîne aussi dans tout ça, dans ce repli, comme ça, sur eux-mêmes. Donc ça pourrait ouvrir un peu et faire du bien à tout le monde finalement. Voilà. Je remercie de m'avoir écoutée. Mais je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage Chantal et merci beaucoup Annie pour votre expérience là. Si ça peut aider Chantal, j'en serais tout à fait heureuse. Merci. Oui, ça va m'aider. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Merci mesdames. Je peux raccrocher là ? Oui, bien sûr. Au revoir. Ok, merci. Au revoir mesdames. Merci. Au revoir mesdames. Toutes vos confidences au 01 42 32 15 15, 01 42 32 15 15 ou sur europe1.fr. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci à vous de me prendre à l'antenne et à votre collaboratrice pour l'accueil qui m'a été réservé. Merci de nous appeler Sandrine. Oui, je vous appelle parce que moi j'en suis rendue à ne plus savoir comment faire pour aider ma sœur, qui je finis par me demander si elle a envie de s'en sortir. Voilà, c'est pas facile d'en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. C'est votre jeune sœur ? Oui, elle a 34 ans, on a 3 ans d'écart. Oui. Elle vit en couple depuis 14 ans. Elle a 2 enfants, un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 5 ans. Elle en est arrivée à un moment de sa vie où apparemment, d'après ce qu'elle dit, elle n'aime plus le papa de ses enfants. Où elle met en place, et ça va bientôt arriver, ils vont vivre dans un appartement séparé, mais pour autant elle ne parle pas de séparation. Elle parlait encore l'été dernier de mettre en route un 3e enfant si leurs moyens financiers le leur permettaient. Mais même si elle ne l'aime plus ? Je vous dis, je ne sais plus comment faire. J'ai essayé de lui poser un certain nombre de questions un certain nombre de fois. Ma mère également est relativement proche d'elle puisqu'elle s'occupe de ses petits-enfants 1 jour et demi à 2 jours par semaine. Et ça a été très très dur, notamment à l'automne et cet hiver. On a dû batailler. Ma sœur est quelqu'un qui peut être dépressive, qui a déjà eu recours à des médicaments sans jamais les prendre comme il fallait jusqu'au bout, en les arrêtant alors qu'on sait, et elle sait très bien qu'il ne faut pas arrêter de prendre un antidépresseur comme ça subitement. Oui. Ma mère et moi avons dû batailler parce qu'elle ne veut pas. Alors, étant moi-même passée par une thérapie, je sais très bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à en effectuer une. Mais étant passée par là pour des raisons qui viennent de notre enfance, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais on a les mêmes parents. J'ai essayé de lui suggérer à plusieurs reprises d'entamer une thérapie. Elle ne veut pas. Elle a peur de pas tomber sur le bon médecin, sur le bon thérapeute. Je lui ai dit mais ça, écoute, t'es pas toute seule. Il y a des gens autour de toi. On est là. Si ça va pas, tu peux aussi nous en parler. On peut t'aider peut-être à s'apercevoir si c'est pas un bon médecin, je ne sais pas. Bref, elle avait
elle a eu un tel comportement cet automne et cet hiver que ma mère était prête en fait. Bon, en plus elle est un peu, elle ne mange pas correctement et ça fait des années. Elle a réussi à me dire il n'y a pas longtemps qu'elle savait qu'elle était anorexique certainement. Et à tel point. Elle est très maigre. Oh, elle est pas épaisse, ouais. C'est une personne qui mesure entre 1m65 et 1m70. Elle est pas épaisse du tout. Elle est pas très épaisse, non. Non. Oui, elle peut être très mince sans être anorexique, hein. Oui, mais alors, que penser de quelqu'un qui met un nom sur ça, quoi. Elle peut vouloir attirer l'attention sur elle. D'accord. On ne sait plus comment s'y prendre avec ma mère. Mais vous ne vous dites pas aussi que finalement vous avez raison de dire que a-t-elle vraiment envie de s'en sortir ? Mais moi, si vous voulez, en fait, ayant fait une thérapie et j'en discute aussi beaucoup avec ma maman. Hein, je vous ai appelé ce soir parce que ma mère ne le sait même pas d'ailleurs. J'en ai parlé avec elle encore il n'y a pas longtemps tout à l'heure. Moi-même, j'ai déjà questionné ma sœur à ce sujet. Je lui ai dit, écoute, tu crois pas qu'il arrive quand même à un moment de s'en sortir de quoi d'ailleurs ? Parce que qu'est-ce qui vous préoccupe ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus au plus mal, quoi. Non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas responsable dans son comportement. Ah, en tout cas, qui nous le dit. Ça, vous savez, il y a de nombreuses personnes dans ce cas-là. C'est qu'elle, bah oui, mais quand même, j'ai envie de dire, quand on n'a pas d'enfant, qu'on ne soit pas responsable. C'est entre guillemets gênant sans l'être parce qu'on il n'y a pas la vie d'enfant à côté. Là, elle a mais qu'est-ce qui pose problème par rapport aux enfants, par exemple ? Bah écoutez, je sais pas, je sais pas, je m'inquiète de savoir comment elle peut arriver à s'en sortir toute seule en n'ayant pas forcément des moyens financiers lui permettant de s'en sortir toute seule une fois en vivant à côté ailleurs qu'avec le papa de ses enfants. Elle ne travaille pas ? Elle travaille. Mais elle travaille, elle a pas un gros salaire. Elle habite à Paris. Elle a pas un gros salaire, quoi. Et jusqu'à maintenant, elle a toujours eu un comportement et c'est de la faute de son entourage, de toute manière. De quel entourage ? De ses parents, de moi-même. Quand j'en discute avec ma mère. J'ai l'impression, oui, qu'elle est aussi celle qui n'est pas capable de se prendre en charge, alors il y a peut-être des bénéfices à pas se prendre en charge, à pas faire une thérapie. Elle est celle qu'on prend en charge, qui reste dans la dépendance. Ça a toujours été le cas depuis qu'elle est gamine. Bon. Elle a toujours eu. Mais quand elle était enfant, c'est normal de prendre en charge une enfant. Oui. Mais après, adolescent, adulte. Ça le devient peut-être un peu moins. Mais pourquoi vous vous en occupez tant ? Pourquoi vous vous en préoccupez tant, vous, Sandrine ? Pourquoi je m'en préoccupe tant ? Moi, tout simplement parce que c'est ma sœur, que je l'aime. Oui, mais... Et puis que le fait, jusqu'à maintenant, en tout cas, parce que là, au jour d'aujourd'hui, je pense j'essaie de construire un écran pour ne pas le payer de ma santé non plus. Pourquoi je m'en préoccupe tant, moi ? Parce que tout simplement je l'aime et que j'ai eu, en tout cas, peut-être que je me trompe, j'ai eu le sentiment que quand elle m'a, le nombre de fois où elle a pu me téléphoner pour me parler d'un certain nombre de choses, c'est qu'elle avait besoin d'écoute et par rapport aux questions qu'elle pouvait se poser besoin d'un coup de main. Parce qu'elle n'arrivait pas forcément elle-même à... D'un coup de main, de quel ordre elle vous sollicite ? Sur quel plan ? À tout un tas de niveaux. Essentiellement l'écoute, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà quoi. C'est là où vous pouvez lui redire que vous pensez qu'elle aurait besoin vraiment qu'elle consulte et qu'elle se fasse un peu aider. Ah mais on n'arrête pas. Oui, mais vous lui dites vraiment là. Ouais. Dire que vous pouvez pas toujours, que vous pensez pas que ça soit la solution d'être toujours derrière elle. Je suis entièrement d'accord. Parce que finalement... c'est pas lui rendre service.
Non, elle vous fait jouer et vous rentrez dans ce jeu de rôle de sœur aînée, mais bon, vous n'avez jamais que 3 ans d'écart, hein. C'est pas comme si vous aviez 10 ans d'écart, ou bon, et d'ailleurs, et quand bien même. Vous voyez, elle reste dans ce côté-là. Alors votre mère semble être aussi très présente. C'est la même chose, ouais. Ma mère est très présente dans la mesure où comme ma sœur et mon beau-frère travaillent et qu'il est très difficile de trouver un mode de garde pour des enfants, ma maman s'occupe d'eux entre un jour et 2 jours par semaine. Oui. Et c'est vrai que elle m'a parlé du comportement de ma sœur entre cet automne et cet hiver vis-à-vis de ses enfants, avant qu'elle accepte d'aller voir un médecin pour prendre un traitement, puisqu'elle ne veut pas aller parler. Ma mère me disait, franchement, quand on compare la façon dont votre père, donc mon père et celui de ma sœur, a pu se comporter avec ma sœur et moi, elle me dit, tu sais, ta sœur, elle en était pas si loin avec les siens, quoi. Elle en était pas si loin avec les siens. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que elle était agressive dans les propos, dans la parole. Elle s'agaçait à certains moments, alors que ça ne le justifiait pas forcément. Oui, enfin, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de projections très négatives sur elle. Vous voyez, là encore, c'est votre mère l'associe à son ex-mari, donc. Non, en toute sincérité. Si, il y a une image. En tout cas, bon. Parce que je sais pas si c'est une association que ma mère fait, mais. Elle a comparé à votre père. Elle a comparé. Oui, on peut parler de comparaison. Oui. Elle a parlé de ce qu'elle a vu. Elle a parlé de ce qu'elle a vu. Oui, mais toujours en négatif. Faudrait peut-être arrêter aussi de. C'est là, c'est tout le paradoxe, c'est qu'à la fois vous voulez la couver, la protéger, et en même temps elle est enfermée dans celle qui est incapable, celle qui ne grandira jamais, celle qu'il faut toujours, dont il faut diriger la vie comme si elle était encore une enfant. Non, justement, on ne veut plus. Eh ben alors, ne le faites plus. Ouais, mais comment faire... Enfin, si elle ne veut pas le comprendre, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Vous lui dites, je pense que maintenant, c'est aussi à toi de pouvoir prendre en charge certaines choses et t'occuper de toi. Et puis les enfants, si elle se sépare du père de ses enfants, ça veut pas dire que cet homme va disparaître dans la nature. Il peut être là pour ses enfants. Oh, il sera là pour ses enfants. Bon, donc c'est important ça pour les enfants. Il sera là pour ses enfants, ça, il y a aucun problème. Donc elle a déjà choisi, elle a choisi un homme qui sur qui elle peut compter, c'est-à-dire même s'il se sépare, en tant que père, il sera présent. Ça, oui. Ça, c'est important, ça. Donc elle fait pas de si mauvais choix que ça. Ah, je ne pense pas. Je suis certaine qu'on ne lui parle pas dans ce sens-là. On est également. Vous parliez tout à l'heure de réactions négatives de notre mère qui mettait en opposition, en comparaison, la façon de se comporter de ma sœur vis-à-vis de ses enfants avec la façon dont notre père a pu se comporter avec nous. Mais on va aussi dans le sens d'essayer qu'elle ait confiance en elle, de lui faire comprendre, de lui montrer qu'elle est capable, qu'elle a des capacités pour s'en sortir, qu'elle n'est pas plus bête que quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que c'est le message qui passe réellement. D'accord. J'ai peur, je crains que ça ne soit pas ce message-là qui passe. D'accord. Même si c'est celui-là que vous aimeriez faire passer. Même si c'est ça qu'on veut faire passer, c'est pas pour vous forcément ça qui passe. Je crains que ça ne soit pas celui-là qui passe. Et je peux vous ça la maintient dans une. J'ai l'impression que votre trop grande l'attention portée sur elle, et elle fait en sorte. Elle est dans cette ambivalence comme vous l'êtes vis-à-vis d'elle, fait que ça la maintient dans une position encore très infantile. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, voyez, elle peut pas, en étant maintenue dans une position infantile, se dire qu'elle a les clés en main pour prendre sa vie.
D'accord, donc en charge. Donc c'est vous véhiculez un message complètement paradoxal. Ah, c'est très bien, ça ne fait que confirmer en fait ce que je pense vraiment sincèrement, hein, et ma mère aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous, et on aurait dû le faire depuis longtemps. On a essayé de le faire, enfin. Après, on peut pas non plus fermer complètement. Enfin, je sais pas. Non, mais il s'agit pas du jour au lendemain de casser le lien et ça n'aurait pas de sens. Vous pouvez pas passer d'un extrême à l'autre. C'est pas forcément. On veut pas casser le lien non plus. Mais non, il s'agit pas de ça. On ne veut pas casser le lien non plus. Ça serait pas la bonne solution. Ça serait pas la bonne solution. Alors après, oui. Après. Mais de pas, si vous voulez, là, on a l'impression qu'elle est pas sortie de la cellule familiale, alors que c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous parliez d'elle en tant que mère, hein, de jeunes enfants, mais elle-même n'a pas coupé le cordon. Mais si vous voulez, pour pouvoir construire sa vie d'adulte, une vie de couple, une vie de parent, il faut déjà avoir pris une distance symbolique avec sa famille d'origine. Or là, on sent bien que la famille d'origine est omniprésente. En tout cas, dès qu'elle elle se tourne vers vous. C'est bon. Alors évidemment, en cas de pépin, en cas il y a cette solidarité familiale. Hein. Mais là, c'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui vient demander de l'aide à la grande sœur, à sa maman. Donc, elle a un travail à faire pour s'autonomiser et pour que vous l'aidiez à s'autonomiser. Et vous, ça pose question aussi, qu'est-ce qui fait qu'en tant que, vous n'avez jamais que 3 ans de plus qu'elle, pourquoi vous avez autant cette préoccupation d'elle-même? On va accueillir Pascal, je crois, qui voulait réagir à votre témoignage et qui est avec nous au 01 42 32 15 15. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. J'aurais voulu intervenir par rapport au témoignage parce que je trouvais en fait que, c'est pas du tout un jugement que je porte, mais je trouvais que vous infantilisiez beaucoup votre sœur. Moi, j'ai pas le sentiment de l'infantiliser dans la mesure où peut-être que je ne m'exprime pas forcément non plus de la façon dont il faudrait ou que je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que je veux dire. Ça fait un certain temps que j'essaye de lui faire comprendre qu'elle a l'âge qu'elle a et qu'elle peut pas toujours avoir recours ou compter toujours systématiquement sur moi ou sur ma mère. Mais quand vous avez affaire à une personne, alors j'ai peut-être pas forcément raison non plus dans ce que je dis, mais quand on a affaire à une personne qui a un caractère très particulier, qui est dépressive, qui est sujette à la dépression, c'est pas toujours évident, quoi. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, son problème de dépression, on va dire, c'est un problème qu'elle seule peut régler. Mais entièrement d'accord. Mais quand vous avez votre sœur qui vous appelle et qui est dans un état comme celui-là, indépendamment du fait qu'il n'y a qu'elle seule qui puisse s'en sortir, et je suis entièrement d'accord avec vous. Moi-même, ai fait une thérapie et je sais très bien qu'il y a que nous-mêmes qui pouvons arriver à décider de faire quelque chose pour nous en sortir. En thérapie, vous avez parlé de la relation avec votre sœur ? Oui. Parce que j'ai l'impression que vous réagissez plus comme une mère vis-à-vis de votre sœur que comme une sœur. Ouais. Oui, tout à fait. Puis on a un peu l'impression que, en infantilisant un petit peu, c'est pas un jugement, en infantilisant un peu votre sœur... Non, mais en infantilisant, ça veut dire que comme si Sandrine était comme une mère pour sa sœur, plus qu'une sœur. Et puis du coup, on a l'impression un peu que vous la gardez avec vous. Il y a pas une crainte un petit peu qu'elle s'émancipe, parce que du coup, peut-être un peu une peur de la perdre un petit peu. Non, absolument pas. Vraiment pas. Non, vraiment pas. Au contraire. Peut-être je me trompe. Non, mais au contraire. Mais l'homme est exclu en tout cas. D'ailleurs, elle se sépare de son compagnon là. Ouais. Au contraire, au contraire. Moi, la seule chose que je souhaite pour elle, c'est qu'elle arrive. C'est qu'elle arrive à faire à faire ce qu'il faut pour se sortir des problèmes dans lesquels elle est. Au contraire. Ah non, c'est vraiment tout ce que... Vous avez des enfants, vous, Sandrine ? Moi-même, non. 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 Ouais. Non.
Mais j'ai toujours été... vous me posez la question de savoir si j'avais abordé lors de ma thérapie les relations avec ma sœur. Oui. C'est un sujet que j'ai abordé, oui, effectivement. Et ma sœur, en fait, à partir du moment... On était assez... on avait des rapports assez conflictuels étant enfant, y compris adolescente, et jusqu'à ce que je parte, puisque je suis partie la première de chez ma mère. Et en fait, quand mes parents se sont séparés, ma maman travaillait, rentrait relativement tardivement, et c'est vrai que je me suis beaucoup occupée de ma sœur au niveau, ma mère aussi d'ailleurs. Hein, Vous étiez toutes les trois, il y avait déjà plus votre père. Oui, ouais, on était toutes les trois. Vous continuez ce fonctionnement. Ouais, on était toutes les trois. Oui, on continue le fonctionnement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec Donc vous vous occupiez d'elle déjà. Ouais. Vous aviez un rôle déjà un peu lourd finalement. Ouais. Je l'aidais à faire ses devoirs. Oui. Oui, ce qui devait vous peser parce que c'était. Il y a des moments où vous auriez certainement aimé faire autre chose que de vous occuper de votre petite sœur. À ce moment-là. Oui, à ce moment-là, je pense que je n'en avais peut-être pas conscience. Ou je m'en rendais pas compte, ou en tout cas ça ne me dérangeait pas, j'ai pas eu le sentiment... Vous dites que c'était conflictuel quand même entre vous deux. Ah oui. Ce qu'on peut comprendre avec 3 ans d'écart, Oui, il y a beaucoup de rivalité. Oui, bien sûr, surtout de filles en général, de filles ou de garçons, c'est toujours plus conflictuel que s'il y a garçons et filles. Mais oui, c'est vrai que je me suis occupée d'elle. Vous êtes déjà mis en colère contre elle? Bien sûr. Ouais. Et inversement, oui. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous posiez cette question? C'était pour savoir, parce que en même temps, comme vous vous occupez beaucoup d'elle, si vous ne mettiez pas en colère, quelque part, ça serait pas l'aider, parce que des fois, on veut pas se mettre en colère, parce qu'on se dit, oh là là. Mais attendez, mais moi, je lui ai raccroché le téléphone au nez à plusieurs reprises ces derniers mois. Hein. Et est-ce que vous êtes en couple, vous, Sandrine là? Moi, j'ai été en couple pendant 14 ans. Et à l'issue de ma thérapie, je me suis séparée de la personne avec laquelle j'étais. Ouais. D'accord. Ouais. Et votre mère est seule également? Et ma maman, à l'heure d'aujourd'hui, et à ma connaissance, est seule, oui. Ouais. Là, vous retrouvez dans la situation de votre sœur étant en train de se séparer de son compagnon. Ouais. Vous allez vous retrouver dans la situation de votre enfance et de votre jeunesse, hein? C'est-à-dire? À 3, de nouveau 3 femmes là. Attention, il y a quelque chose, vous voyez, qui se rejoue là. On ne veut plus. Enfin, c'est la raison de mon appel. Hein, sans homme. C'est pour nous conforter, me conforter dans le sens dans lequel on veut justement aller. On ne veut plus. On veut justement petit à petit faire ce que vous disiez tout à l'heure. Petit à petit instaurer un. Comment dire, qu'elle arrive à comprendre qu'il faut qu'elle se prenne en main. Oui, mais ce que je suis en train d'essayer de vous dire, Sandrine, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus complexes qui se jouent là, entre vous 3. Il y a ce que vous voulez peut-être consciemment, mais il y a inconsciemment un fonctionnement beaucoup plus archaïque, beaucoup plus profond, qui vous dépasse un peu, je crois. Il y a une répétition qui se produit. Oui. Et que vous jouez des rôles anciens. Chacun tient bien son rôle, là. Oui et non. Oui, plus que non. Hein. Oui, plus que non, jusqu'à il y a quelque temps, puisqu'on a déjà commencé... Mais vous dites on, d'ailleurs. On est dans quelque chose de... Vous voyez, vous vous dissociez pas de... non, mais c'est normal, puisque ma mère et moi sommes en contact par rapport à ça. Mais oui, mais c'est bien ce que je vous dis. C'est ce que je voulais vous pointer, qu'il y a quelque chose quand même de particulier là, en ce moment, qui est en train de se rejouer. Où finalement, votre mère est seule dans sa vie affective, vous êtes actuellement dans une période où vous êtes seule dans votre vie affective. Non, je me suis séparée de la personne avec laquelle j'ai vécu 14 ans il y a 3 ans, mais je vis pas en couple, mais je ne suis pas seule aujourd'hui. Bon. Non. Tant mieux.
Votre sœur est en train de se séparer. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque cruellement. Ça manque d'hommes, là, en ce moment, et vous rejouez quelque chose de bien connu, et c'est pour ça qu'à la fois vous voulez l'aider à prendre de l'autonomie, et en même temps chacun est dans un rôle assez ancien, donc il y aura un peu des choses à travailler là-dessus, hein. Mais moi j'ai envie de vous dire, vous auriez tout intérêt à prendre un peu de distance par rapport à ça, hein. C'est ce que je veux faire. Ben oui, mais je vous y invite vraiment, franchement. C'est ce que je veux faire, et c'est ce que ma mère veut faire aussi, d'ailleurs. Mais oui, mais elle, c'est sa mère, c'est différent, voyez. Mais on a l'impression qu'elle a 2 mères, votre sœur, et c'est pas compliqué. C'est pas simple. Déjà, en avoir une, c'est pas simple, mais en avoir 2, c'est compliqué. C'est franchement compliqué. Voilà. D'accord. Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Je comprends tout à fait également les questions que. Vous voyez, il y a quelque chose de. Poser. Et en fait, ce qui me conforte dans ce que j'ai envie de faire, en tout cas, c'est ce que vous dites. Je crois qu'il est important que vous preniez un peu de distance, que vous vous occupiez de votre vie. Ouais, je suis entièrement alors d'accord. Que vous soyez là, effectivement, à certains moments, bien sûr, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire, puisqu'on sent bien que, vous voyez, c'est plus, vous avez plus à travailler un peu un peu de la mise à distance que la protection, et pourquoi toujours être aux côtés de votre sœur, puisque ça, vous savez très bien faire. Ouais. Je pense que ça peut l'aider à grandir. Après, évidemment, ce qui pourrait l'aider, c'est bon. Mais peut-être que pour le moment, elle ne s'y sent pas prête, parce qu'elle a suffisamment justement de soutien, d'écoute auprès de vous deux. Hein, et que s'il y a quelque chose qui à un moment lui manque, lui fait un peu défaut, elle ira trouver quelqu'un pour parler. Voilà, tout à fait. Voyez, ça peut venir. Et peut-être que quand ça sera dit par quelqu'un d'autre que vous. Donc à la limite, vous lui avez dit, ne lui en parlez plus. D'aller voir quelqu'un. Oui, non. Vous lui avez dit maintenant, ça sert à rien de lui redire. Je lui ai dit à plusieurs reprises. Oui, vous lui avez dit à plusieurs reprises. Écoutez, maintenant, elle est pas prête. Il faut respecter ça. Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est bon. Elle veut aussi faire différemment que vous, certainement. Vous êtes à la fois son modèle, et à la fois elle doit vouloir s'en distancier. Donc bon, vous avez fait une thérapie, voilà. Ouais, d'ailleurs, alors il y a Petite Plume qui dit je ne suis pas d'accord que tout le monde la laisse tomber. Vous avez très mal écouté, Petite Plume, parce que c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, hein. Il s'agit pas de la laisser tomber, il s'agit au contraire de l'aider à grandir. Ouais. Voilà. Et on est très loin quand on vous entend, Sandrine, de la laisser tomber, hein. Non. On sent bien qu'il y a une entraide et une solidarité familiale, mais c'est au contraire ne pas la maintenir dans cet état de dépendance affective. Exactement. Qui ne lui est pas profitable. Voilà. Merci à vous, et puis merci à Pascal d'être intervenu. Merci Pascal. Merci pour votre écoute, merci pour vos conseils. Merci de votre confiance. Au revoir Sandrine. Merci Pascal. Au revoir. Merci, au revoir. 01 42 32 15 15. Et puis un dernier petit message pour Sandrine de Lali qui dit arrêtez de lui dicter sa conduite, quand bien même votre sœur se tromperait dans ses choix. Tant pis, c'est ce qui l'aidera à grandir. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.